5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais, ça va. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Its velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than planned. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de célébrer les 10 ans du Lab Postal avec vous cet après-midi. Je dois vous dire que quand l'équipe m'a contacté il y a quelques semaines de cela pour me proposer de participer une nouvelle fois, je n'ai pas hésité longtemps pour dire oui. Pour deux raisons. La première, c'est que j'avais déjà beaucoup apprécié l'année dernière. Je trouve ça personnellement et professionnellement extrêmement enrichissant de pouvoir discuter et échanger avec des gens qui, comme moi, sont passionnés par l'innovation. Et puis deuxièmement, parce que le thème retenu cette année, Ignition, fait vraiment écho à ce que le jeu vidéo est en train de vivre en général aujourd'hui, et Ubisoft en particulier. Nous sommes en effet en train de définir ce que pourraient être les nouvelles frontières du divertissement. Et en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais en profiter pour vous poser une première question. Je voulais savoir qui parmi vous a un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un cousin, une cousine, un filleul, une filleule, qui joue aux jeux vidéo. Si vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous voulez regarder autour de vous qui a levé la main? Je vous remercie. J'ai une autre question à vous poser, un petit peu plus intime, maintenant qu'on se connaît de presque plus de 5 minutes. Intime, comme je vous le disais, mais n'ayez crainte, on est vraiment entre nous. Qui, parmi vous, a joué ou joue aux jeux vidéo? Et vous pouvez lever la deuxième main si, comme moi, vous avez répondu positivement à la première question. Et là, je vous demande aussi de vous regarder. Regardez entre vous. En fait, vous n'êtes pas seul, hein. On n'est pas seul, hein, puisqu'on est aujourd'hui 2,3 milliards, 2,300 millions, 2 milliards 300 millions, je vais y arriver, de joueurs, dont 50% de femmes. Et oui, 42% des joueurs sur PC et sur console sont des femmes, et 54% des joueurs sur mobile sont également des femmes. Alors je sais que certains esprits chagrins considèrent que les femmes ne jouent pas à des vrais jeux. À eux, je répondrai en citant ma filleule, Gwenaëlle, qui a 9 ans, qui me dit très souvent « Je m'en fiche que les garçons pensent qu'on sait jouer qu'à Just Dance, comme ça, pour nous, c'est plus facile pour leur rouler dessus à Fortnite. » En français dans le texte, et avec la petite danse, vous savez, le floss qui va bien. Tout ça pour dire donc 2 milliards 300 millions de joueurs, auxquels s'ajoutent 1 milliard de spectateurs. Je suis sûre que vous avez entendu parler de l'e-sport, cette opportunité croissante. 1 milliard, c'est bien évidemment le pic le plus important jamais enregistré sur Twitch. Mais 2 milliards 300 millions, ça y est, j'y suis, de joueurs, plus 1 milliard de spectateurs, ça explique qu'en fait, l'industrie du jeu vidéo soit toujours l'industrie la plus performante des biens industriels, avec 122 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, et puis que je vous ai un petit peu dressé le contexte du jeu vidéo, je vais vous parler de moi un petit peu. Je vais vous avouer, en fait, je suis joueuse depuis les années 80. Alors oui, les années 80, hein, celles qui étaient dans le XXe siècle, avant que les joueurs soient appelés des joueurs, hein, ils s'appelaient des geeks. C'était il y a tellement longtemps que le terme geekette, donc qui concernait les femmes, n'existait même pas. Et en fait, je suis tombée dedans toute petite, grâce à mon père, grâce à mon frère, grâce à mes cousins, grâce à leurs copains qui sont devenus très rapidement mes copains. Vous pensez bien, une fille qui sait jouer aux jeux vidéo, ça n'avait pas de prix. C'est une passion qui m'a toujours accompagnée et qui n'a fait que croître et embellir.
au cours de toutes ces années. Par exemple, j'ai révisé mon bac avec Arkanoid. Pour les moins de 20 ans, c'est un casse-brique, tout simple. Et puis, sitôt intégré une grande école, j'ai créé, avec des amis que j'avais rencontrés sur place, une association de jeux vidéo qu'on a appelée tout naturellement Games Bond. Alors, on était très fiers de notre jeu de mots, double jeu de mots même à l'époque, puisque Games Bond, ça mettait en avant le lien que peut créer le jeu vidéo entre les individus. Et puis Games Bond, c'était un clin d'œil au plus grand joueur de tous les temps. J'ai nommé l'agent 007. Si je vous partage tout ça, en fait, c'est parce que pour moi, le jeu vidéo, ça représentait en tout cas à l'époque et toujours aujourd'hui une façon de partager des fous rires entre nous autour d'une passion commune. Et surtout, ce qui me plaisait, c'était que grand ou petit, garçon ou fille, costaud ou pas costaud, on avait tous plus ou moins la même chance, la même opportunité, la même facilité de pouvoir être le héros de la partie, voire même le héros de l'après-midi si la chance était de notre côté. Donc c'est tout naturellement que j'ai rejoint Ubisoft en janvier 1996. La grande surprise de mes proches. Alors mon papa a menacé de me déshériter, et puis mes copains, eux, rêvaient d'être à ma place. En fait, aujourd'hui, je les soupçonne tous d'avoir pensé que j'allais gagner ma vie en jouant aux jeux vidéo toute la journée. En fait, la raison pour laquelle j'ai rejoint Ubisoft, c'était que, en regardant mon parcours et les expériences qu'Ubisoft a pu fournir aux joueurs jusqu'à présent, je vois une espèce de fil rouge qui se détache. Et c'est une façon de répondre à un des besoins fondamentaux de l'être humain, qui est de créer du lien avec autrui, de faire partie d'un groupe, si petit soit-il, d'être connu et reconnu par les membres de ce groupe, et de pouvoir contribuer à sa façon à la communauté. Et les technologies, plus avancées soient-elles, et contrairement aux idées reçues, en fait, aident à l'émergence de ce lien, aident à le développer, aident à le consolider et aident à le pérenniser. Un petit slide ici pour vous expliquer justement comment l'évolution des technologies, l'évolution de ma propre carrière et l'évolution du jeu vidéo ont été en parallèle. Je ne vais pas être trop technique et puis on s'attardera ensuite sur une autre partie. Donc au début des jeux vidéo, il y avait le point. On appelait ça des pixels. Les jeux étaient majoritairement en 2D. C'était le XXe siècle. On avait des grands noms dans le jeu vidéo comme Atari, comme Nintendo avec la SNES. Et le mobile a commencé comme ça également. Et les joueurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appelaient des geeks. Pour moi, la façon de rentrer en contact avec les joueurs, elle était assez simple. C'était le retail, c'était le brick and mortar. C'est pour ça que je me suis occupée de trade marketing. Est arrivé ensuite la surface, les polygones, le 3D. C'est l'ère de la PlayStation, l'ère de Sony, l'ère de Microsoft et l'ère bien évidemment de Nintendo avec la Switch, la toute dernière console. C'est là qu'on est commencé à arriver dans des nombres assez intéressants au niveau des joueurs, 2 milliards 300 millions comme je vous disais tout à l'heure. Et moi, ça correspond à une période d'à peu près 10 ans où j'ai travaillé sur Far Cry PC pour créer la marque pour Ubisoft. Je me suis occupée d'accompagner les studios internes qui étaient en train de croître et embellir. Je me suis occupée aussi d'e-sport. Et enfin, j'ai passé quelques années à aider la transformation d'Ubisoft, une société de produits à une société de services, en travaillant plus particulièrement sur ce qu'on appelle les games as a service. Et enfin, sans rentrer tout dans les détails de cette partie-là, puisque on en parlera tout à l'heure, on est en train de passer à l'ère du volume, à l'ère du voxel, où la technologie principale devrait être le cloud computing et le cloud streaming, avec des sociétés comme Google, avec Stadia. On parle plus de cross-platform, donc on va pouvoir jouer en fait avec des consoles, avec des PC, avec des mobiles. Tout le monde pourra jouer ensemble. Du crossplay, ce que vous faites sur une console pourra être récupéré sur le PC et pourra influer ce que vous avez fait sur le mobile, et de façon tout ça hybride. Et notre objectif, dans les 10 ans qui viennent, c'est d'atteindre 5 milliards de joueurs. Et pour accompagner cet objectif très ambitieux, j'ai la chance de m'occuper d'un département récemment créé il y a 1 an, l'Open Innovation Accelerator, que je vous illustrerai un petit peu plus tard. Bien sûr, les frontières entre ces 3 époques sont poreuses. Je parlais du mobile en 2D, vous savez très bien que le mobile est encore plus que présent maintenant et qu'il risque d'être un des éléments fondateurs, fondamentaux en termes de matériel pour les jeux à venir. Et on est à peu près là en ce moment. On est vraiment en train de quitter notre zone de confort pour essayer d'inventer ce que sera la suite.
Je voudrais donc zoomer un petit peu sur cette partie-là plus précisément, en vous expliquant déjà un peu plus ce qu'est Ubisoft. Ubisoft, c'est un créateur de monde. Ubisoft, c'est une société fondée en 1986 par 5 frères bretons. C'est donc une société française. Nous sommes plus de 16 000 de par le monde, présents dans 40 pays différents, plus de 100 nationalités, plus de 55 langues différentes parlées. Et pourtant, tous ces gens-là discutent ensemble, collaborent ensemble pour créer des mondes. Quoi de mieux qu'une vidéo pour vous présenter un peu plus en détail ces mondes. Nous sommes en train de créer des mondes qui sont autant d'invitations au voyage. Il est important pour nous que ces lieux soient crédibles et que chaque objet présent, chaque animal, chaque plante, ait une signification. Nous construisons donc ce monde avec beaucoup de soin. Ce sont des simulations qui sont basées sur un monde systémique. Nous voulons également des mondes vivants, sur lesquels les joueurs ont un impact, et un monde qui va évoluer avec le temps et en fonction des actions des différents joueurs. Nous voulons également un monde qui se passe dans un certain contexte, avec un environnement et des activités basées sur le systémique pour créer une infinité d'histoires. Si je devais résumer, un monde, 10 systèmes, 100 gameplay, 1000 personnages, une infinité d'histoires. En effet, nous créons des mondes les plus cohérents et les plus fantastiques possibles, qui sont basés sur des innovations et des breakthroughs, et qui proposent et intègrent des systèmes logiques. Ce faisant, nous essayons d'apporter le plus de sens et le plus de valeur possible aux joueurs pour qu'ils puissent se sentir immergés complètement et faire de ce monde leur monde. Il y a plusieurs points d'accès, en fait, à nos mondes. Il n'y a pas que l'utilisation d'une manette, d'une souris ou d'un clavier. On peut aussi rentrer dans nos mondes grâce aux jeux mobiles, avec par exemple Assassin's Creed Rebellion. Vous pouvez imaginer rentrer dans l'univers d'Assassin's Creed n'importe où, dans le bus ou dans le métro. On peut aussi rentrer dans ces mondes par l'e-sport. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure déjà, mais parlons plus précisément de Rainbow Six, avec 45 millions de joueurs et des centaines de milliers de spectateurs et de créateurs de contenu, que ce soit des vidéos ou des streams, et des créateurs également d'activités, notamment des compétitions, qu'elles soient en ligne ou live. Mais on peut également rentrer par la voie du cinéma. Nous venons récemment d'annoncer un partenariat avec Netflix qui va adapter l'univers de The Division pour un film avec Jack Gyllenhaal et Jessica Chastain. Mais j'aurais très bien pu vous parler également d'édition, des romans, des BD, des mangas, des artbooks. J'aurais aussi pu vous parler de parcs d'attractions ou encore de séries télé, avec par exemple les Lapins Crétins sur France TV. Et pourquoi pas aussi un concert symphonique.
Nous avons donc de nombreux points d'entrée pour rentrer dans nos mondes. Il faut envisager en fait les expériences que nous offrons aux joueurs comme un monde central autour duquel gravitent différentes passerelles d'accès qui proposent autant de façons de consommer le divertissement qu'il y a de consommateurs de divertissement dans le monde. Et c'est pour ça que nous avons annoncé la semaine dernière à l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, que nous allions lancer notre propre plateforme de divertissement. Elle fonctionnera par abonnement, comme Spotify pour la musique ou comme Netflix pour les séries et les films. Elle sera disponible dès septembre. Vous l'avez vu, les systèmes, les modèles sont en train d'évoluer à la vitesse de la lumière. Et nous créons, au fur et à mesure, les nouvelles règles qui vont pouvoir ordonner ces nouveaux modèles. Mais à quel point est-ce que ces modèles évoluent vite? Et pourquoi est-ce qu'ils évoluent aussi vite? Petit schéma très simple. Le progrès, le temps. On considère qu'on en est là, par rapport au début de la nuit des temps. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans les années qui viennent. Et ça va aller très très vite. Ubisoft a pour ambition de toujours être en avance sur ces progrès humains, en tout cas de les accompagner et de les préparer du mieux possible. Dans les 10 ans, nous pensons que là aussi, nous allons complètement révolutionner notre façon de faire des jeux vidéo. Pourquoi ? Une accélération exponentielle au niveau des machines. La puissance des machines va être multipliée par 1 million en 30 ans. La capacité de stockage va être également multipliée par 1 million en 30 ans. La vitesse de calcul multipliée par 3 millions en 30 ans. Vous connaissiez les milliards, préparez-vous pour les quadrillions. Vous connaissiez les gigabits, préparez-vous pour les pétabits. Quadrillion, c'est 1, suivi de 15 zéros. Le pétabit, c'est 10 à la puissance 15 bits. Ça vous donne une idée, ou peut-être même pas, de tout ce qui nous attend dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'à Ubisoft, on considère que l'open innovation, c'est une réponse à ces contraintes, mais aussi à ces opportunités. Des contraintes, bien évidemment, parce que quand ça va tellement vite, pouvoir gérer l'innovation en interne, c'est très complexe. Parce que les changements technologiques impactent et disruptent aussi les modèles économiques auxquels ils sont associés. C'est aussi une contrainte, entre guillemets, si on a à cœur, comme Ubisoft, de faire attention à son empreinte sociétale et environnementale. Par contre, cette vitesse, c'est également une opportunité fabuleuse. Une opportunité parce que ça nous donne accès, ça nous connecte à des ressources auxquelles nous n'avions pas accès jusqu'à présent. Que ce soit les chercheurs, les étudiants, mais aussi les startups. Autre opportunité également, le Lab Postal en est un excellent exemple, c'est de faire des rencontres complètement improbables et de sortir complètement du périmètre du jeu vidéo et du divertissement pour aller chercher des technologies qui vont complètement disrupter l'avenir du jeu vidéo grâce à des transferts de connaissances. Je voudrais vous parler de 3 exemples concrets de comment nous gérons l'open innovation chez Ubisoft. Premier exemple, le département dont je suis responsable, l'Open Innovation Accelerator. En fait, chez Ubi, on est persuadé que les fruits de demain sont déjà en germe aujourd'hui. Notre rôle, c'est de les dénicher, de les planter dans du terreau fertile, les arroser, les nourrir, les faire grandir et accompagner leur croissance. En fait, on recherche ce qu'on appelle les WizKids, de l'anglais Wiz, à la fois petit malin et magicien. Et une fois qu'on les a trouvés, on s'assoit avec eux pour comprendre ce qui les rend si innovants et pouvoir les transformer en opportunités en apprenant mutuellement. Je vous présenterai tout à l'heure un exemple un peu plus concret de ce qu'on a pu réaliser grâce au département Open Innovation Accelerator. Deuxième exemple, bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule équipe qui fait de l'Open Innovation chez Ubisoft. Je vais vous parler du Strategic Innovation Lab, qui est un Think and Do Tank. Cette équipe recense des chercheurs qui ont pour rôle de nous préparer au futur. Pas le futur du jeu vidéo, pas le futur du divertissement. Ils cherchent tout azimut
au niveau légal, au niveau sociétal, au niveau environnemental, et ramène à nos équipes ce qui potentiellement pourrait influencer en bien ou en mal, en positif ou en négatif, le jeu vidéo. Ça nous permet en fait d'avoir quelques coups d'avance. Le Strategic Innovation Lab est également à l'origine du programme Ubisoft Entrepreneur Lab, qui est hébergé à Station F. Nous sommes au cœur de la 4e saison. Ça nous permet en fait de mélanger la théorie, grâce aux chercheurs, à la pratique, grâce à ces start-upers que nous accompagnons. Cette approche fait déjà des émules, puisque nous avons annoncé il y a 3 semaines la création d'un programme similaire avec le gouvernement de Singapour, qui cherchait depuis quelques années à faire la même chose, mais ne trouvait jusqu'à présent que des références américaines. Un exemple dont nous sommes très fiers, que je souhaite partager avec vous, c'est la société Mimesis. C'est une société que nous avons accompagnée dans la première session de Station F, société franco-belge, qui propose la toute première solution, la toute première plateforme de communication holographique. Magic Leap, une start-up américaine qui est en train de travailler sur la solution la plus innovante, la plus enthousiasmante, la plus excitante du moment sur la réalité augmentée, vient de les acquérir. Nous sommes très fiers à 3 niveaux. Pourquoi ? Parce que nous avons rempli notre contrat vis-à-vis de cette start-up franco-belge. Nous leur avons permis de s'envoler et de pouvoir réaliser et de montrer le potentiel de leur solution. Deuxième objectif atteint, nous avons appris de ces gens-là, puisque nous sommes convaincus que cela peut apporter quelque chose de très intéressant aux jeux vidéo dans le futur. Troisième objectif, rempli également, ça nous permet de crédibiliser ce discours en extérieur vis-à-vis des autres startups que nous pourrions vouloir intégrer chez Station F. Troisième et dernier exemple sur comment nous gérons l'open innovation chez Ubisoft avec La Forge. La Forge est basée à Montréal. C'est un endroit où les industriels, les chercheurs et les équipes de développement d'Ubisoft se retrouvent pour prototyper des solutions innovantes qui vont pouvoir servir aux jeux vidéo. Il est très important de comprendre que ces solutions, ces prototypes, sont toujours arrimés à une production afin que nous ayons des objectifs concrets et directement opérationnels le plus rapidement possible. Ici, je vous présente un exemple, l'intelligence artificielle qui gère la localisation des cinématiques. Avant, il fallait imaginer que les animateurs étaient obligés de faire du lip sync le mieux possible. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui le réalise pour nous. Ah, pardon. Je ne sais pas si je vais pouvoir relancer la vidéo. Si. You make jokes, but it is not funny. It is greatness I am after. This country is at civil war, one simply cannot deny it. Everywhere is misery. Tu plaisantes, mais ça n'a rien de drôle. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est en guerre civile, c'est une évidence. La misère est partout. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Tú te reirás, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. 冗談を言われても面白くないわ。私が追ってるのは偉大な目的。この国は今内戦状態にあるのよ。どこもひどいものだわ。Donc l'innovation chez Ubisoft, c'est à la fois les équipes internes et c'est l'open innovation. Et toutes ces solutions, toutes ces équipes se complètent et se répondent. Je prendrai l'exemple de la blockchain qui avait été identifiée il y a quelques années déjà par notre équipe du Strategic Innovation Lab, très en amont donc, qui nous avait permis de réaliser très très rapidement des prototypes. Et nous avons pu également héberger chez Station F des startups s'appuyant directement sur ce nouveau principe, nous permettant ainsi d'avoir une vision à 360 des problématiques opérationnelles de la blockchain, qu'elles soient légales, qu'elles soient environnementales, sociétales ou même uniquement de business. Je dirais donc que nous avons une approche décomplexée de l'open innovation chez Ubisoft. La règle d'or pour nous, c'est que toutes les parties prenantes s'y retrouvent et on appelle ça en fait la coopétition. J'espère vous avoir brossé un portrait assez complet de là où nous en sommes aujourd'hui, ce que nous apportons en tant qu'Ubisoft et ce que nous attendons en fait des technologies à venir. J'aimerais maintenant vous parler un peu plus de ce qui nous attend pour la suite, puisque l'industrie du jeu vidéo est très très jeune et que les technologies qui arrivent, je vous l'ai déjà dit, vont bouleverser, nous le pensons, ce qui va se passer prochainement.
Je vais donc zoomer sur cette partie-là et vous parler un peu plus précisément de ces nouvelles technologies. Je suis sûre que vous avez entendu parler de l'Internet of Things. Vous savez, c'est votre frigo qui va commander à votre place ce dont vous avez besoin pour faire la recette que vous avez choisie pour ce soir ou qui va faire les courses suivant vos habitudes. Voice as an interface, la voix comme interface, c'est Google, c'est Siri, entre autres. Le big data, qui nous permet de proposer des services et des contenus toujours plus personnalisés. L'intelligence artificielle, je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'exemple de la forge. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, avec l'exemple de Mimesis. Et le streaming et le cloud computing, sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus. En effet, si vous n'avez pas passé les derniers 6 mois sur une île déserte sans Wi-Fi, vous avez certainement entendu parler du streaming, du cloud computing et du cloud gaming. Ce principe a également fait les gros titres des journaux toute la semaine dernière avec les différentes annonces de Google, de Microsoft et de Sony, pour ne citer que ces 3 géants qui semblent prêts à en découdre sur ce sujet-là. Mais au-delà d'un buzzword, qu'est-ce que c'est que le cloud computing, qu'est-ce que c'est que le cloud streaming et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Le cloud computing, c'est assez simple. C'est le fait de développer un jeu en utilisant le cloud. Utiliser le cloud, ça veut dire que jusqu'à présent, quand nous développions des jeux vidéo, nous avions besoin de machines et de serveurs dispo à côté des développeurs physiquement, et ce même si nous avons déjà dématérialisé quelques-uns de nos serveurs. Demain, tout sera dématérialisé, ce qui permettra à nos développeurs de pouvoir avoir accès à une quantité quasi illimitée, à une puissance quasi illimitée pour exprimer leur création et leur créativité, tout ça avec des gains de productivité assez importants. Qu'est-ce que le cloud gaming maintenant? Le cloud gaming, c'est le fait de jouer à un jeu depuis le cloud. Tout simplement, jusqu'à présent, pour jouer à un jeu vidéo, vous avez besoin d'un jeu dans une console dans un salon. Imaginez maintenant que vous puissiez accéder à n'importe quel jeu, n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, avec n'importe quel appareil. Tout ça, indépendamment de la qualité et de la puissance de votre machine. Si on rêve un peu, si on se projette un peu dans le futur, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Chez Ubisoft, on pense que ça pourrait augmenter les capacités des appareils next-gen, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui jusqu'à présent sont limitées à cause des câbles. Si certains d'entre vous ont déjà essayé, ce n'est pas encore tout à fait aussi confortable qu'on l'aimerait. Et puis la faible capacité de calcul à proximité, parce qu'il faut être très près du joueur. Mais on pense que la combinaison du cloud gaming et de la 5G va aider à plus de miniaturisation, donc moins de fils, et surtout à délocaliser tout le processus, qui va donc permettre aux développeurs d'enfin réaliser leur vision, qui, si on la pousse jusqu'au bout, pourrait permettre de réaliser le fantasme exprimé dans le film Ready Player One, une simulation totalement immersive et accessible via les divers appareils. Si on rêve un peu moins, et si vous ne voulez retenir qu'une seule chose du cloud computing et du cloud streaming, retenez l'expression Atawad. Anytime, n'importe quand, anywhere, n'importe où, any device, n'importe quel matériel, instantanément et pour tous. C'est pour ça que nous sommes convaincus que l'objectif d'atteindre 5 milliards de joueurs d'ici 2030 est tout à fait possible. Nous sommes donc en train, en fait, de rentrer dans une nouvelle ère du divertissement. Grâce à l'humanité augmentée et l'hyper-personnalisation des expériences, nous permettons aux joueurs de venir quand il a envie, comme il le veut, ce qui nous permet aussi de nous réinventer en permanence et donc d'attirer un public sans cesse différent. Ces capacités, en fait, permettent des expressions différentes, à la fois pour nos développeurs et pour nos joueurs, qui deviennent partie prenante de la création de nos mondes. C'est-à-dire qu'ils deviennent des stakeholders. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Imaginez, vous, professionnels ou non, semi-professionnels, ou même juste amateurs, ou juste fans, vous allez pouvoir, vous aussi, vous positionner comme un créateur de jeux, comme un créateur d'expériences. Pour illustrer cela, je vais vous passer une petite vidéo du premier partenariat que nous avons signé grâce à l'Open Innovation Accelerator avec une société américaine qui s'appelle Hit Record et qui permet en fait à des communautés en dehors du jeu vidéo de participer à la création de notre prochain hit qui s'appelle Beyond Good and Evil 2. Mais je vais laisser les développeurs vous exprimer tout ça mieux que moi. Hello, my name is Guillaume and I'm producer on Beyond Good and Evil 2.
Hi, my name is Michel Ancel. I'm the creative director. Beyond Good and Evil 2 is an action-adventure RPG happening in space where you play a space pirate and you will become a legendary figure in the universe. Yeah, a very important thing is that the game is connected to our real world. Even if it's future of mankind in a distant solar system, it's based on real cultural references. That's why we wanted from the early beginning of the game to be able to involve the community so that they can bring their own cultural references, their own ability to create art and to fill the game with rich and deep content. Last year, we announced the Space Monkey program. We want the Space Monkey community and people all over the world to be able to create the game with us. Whether you are an artist, you can draw, sing, write. We really have a vision of the game being a space of expression for the community. That's why today we're announcing a partnership with Hit Record, the online creative platform. What? Me. Hello everybody, my name is Joseph Gordon-Levitt. You might know me from such films as Angels in the Outfield, 10 Things I Hate About You, or Beethoven. But I'm also the founder and director of the company that Michel and Guillaume just mentioned, called Hit Record. Hit Record is a platform for creative people all over the world to collaborate and make art and media together. We've made all kinds of things: short films, music, books, commercials, a television show that won an Emmy. And when we make these things, it's collaborative. It's not just people submitting finished work and us kind of like picking it. It's really people working together. So we're gonna be making a bunch of music, visual assets, etc. that go into Beyond Good and Evil 2. So if you're a writer or a musician, an illustrator, an animator, a singer, a voiceover artist, or even if you don't consider yourself an artist per se, but you just love the world of Beyond Good and Evil 2 and you wanna help make it, there's gonna be a lot of creative opportunities for you to get involved on Hit Record. And as with everything we do on Hit Record, anybody whose work is included in the final pieces we deliver to Ubisoft will get paid. We're very excited to work with the great folks at Hit Record. We met them a few times in Los Angeles and we really share the same vision about how to integrate communities in the creation of art and especially video games. Having the community to participate to the creation of the game even before the game is released is really something new for us. It's an experimentation, but it's something that's innovative for Ubisoft as a company as a whole. At Ubisoft, we love when new players create content because it gives a lot of diversity to our games. When Michel and Guillaume came to me and said we want to give even more tools to our players to create content for Beyond Good and Evil 2, I was more than happy with that. So we found Hit Record, which is an amazing company and an amazing partner, to help us to do that. I'm really looking forward to discovering what you will create. I think it's really, really cool that they're opening up the creative process so the people that play the game can help in actually making the game. I want to give a big, big thanks to everyone at Beyond Good and Evil 2, Michel, Guillaume, Yves, and everybody else at Ubisoft. Thank you. And yeah, excited to see what we make together. Now, to get involved and start creating the game with us, go to Hit Record or BGNE website. Mais nous pensons aussi que le jeu vidéo va plus loin et peut sortir du cadre du simple divertissement pour pourquoi pas enrichir la vie des joueurs. Chez Ubisoft, nous prenons vraiment soin à pouvoir présenter des points de vue différents pour que les joueurs puissent se poser des questions et se faire leur propre point de vue sur les situations. Ainsi, par exemple, nous avons des objectifs scientifiques avec l'initiative sur les hiéroglyphes dans Assassin's Creed. Nous avons permis, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons permis à ces joueurs de pouvoir déchiffrer et décrypter les hiéroglyphes. Nous avons aussi un objectif culturel. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, quand malheureusement Notre-Dame a pris feu, Assassin's Creed Unity a été félicité pour la qualité de la reconstitution au pixel près de Notre-Dame. Et on a vu les joueurs se précipiter en masse sur le jeu que nous avons distribué gratuitement afin de leur permettre de vivre l'expérience de la cathédrale. Et enfin, nous avons aussi des objectifs éducatifs. Nous avons mis en place sur Assassin's Creed en Égypte et Assassin's Creed en Grèce antique, un programme que nous appelons le Discovery Tour, qui permet en fait aux joueurs de se promener dans ces environnements de façon complètement libre, sans combat. Et pas plus tard que hier soir, ce projet a reçu le Game of Change Award,
qui célèbre et qui récompense les projets qui ont pour vocation d'apporter des choses constructives via le jeu vidéo également. Le jeu vidéo, c'est également une façon de représenter les diversités. Alors les diversités dans le jeu, c'est sûr, les diversités d'âge, de genre, de religion, de croyance, d'orientation sexuelle par exemple. Mais on ne peut pas représenter ces diversités si on n'est pas nous-mêmes diverses. Comment devenir un média complètement mainstream, un divertissement complètement mainstream et atteindre 5 milliards de joueurs d'ici 2030 si nous ne ressemblons pas au monde dans lequel nous vivons? C'est pourquoi la diversité et l'inclusion est si importante chez Ubisoft aujourd'hui. Pour vous donner un petit aperçu, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions 100 nationalités différentes, 55 langues, 40 pays. Nous avons 80% de génération Y, la moyenne d'âge 33 ans et demi, et nous avons 21% de femmes. Notre objectif, c'est de progresser sur ces différentes diversités. Et nous avons choisi, comme cheval de bataille, l'intégration des femmes. Pourquoi l'intégration des femmes? Parce que nous pensons que commencer par là va permettre en fait de faire suivre le reste. Notre objectif, d'ici 2022, est d'avoir 25% de femmes dans nos effectifs. Alors je vous le concède, c'est encore trop peu, quand on considère bien évidemment que les femmes représentent 50% de la population mondiale et 50% des joueuses, comme je vous en l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi donc juste 25%? C'est parce que malheureusement, 25% c'est le pourcentage que représentent les femmes dans les filières d'écoles d'ingénieurs, par exemple. C'est pour ça que c'est important pour nous aussi d'accompagner en fait les changements de la société et de pouvoir aussi accompagner d'un point de vue éducatif toutes ces transformations. Nous nous adressons aux plus jeunes pour leur dire, quelle que soit leur diversité, qu'il y a une place qui les attend chez Ubisoft à l'avenir et que leur différence, c'est ce qui fait leur richesse et c'est ce qui va faire que nos jeux seront les plus attractifs possibles pour le plus de monde possible. À l'image, en fait, du partenariat que nous avons à l'heure actuelle avec Women in Games France, qui est une association qui accompagne les femmes qui souhaitent faire une carrière dans le jeu vidéo. Cette association propose des cours de coding aux collégiennes et aux lycéennes. Cette association également donne des formations de prise de parole en public et permet aussi à certaines professionnelles E2LES de la profession d'accompagner certaines de ces jeunes filles qui ont envie, mais qui craignent, qui ont peur de ne pas être à leur place dans le jeu vidéo. Je terminais cette présentation, puisqu'il faut laisser place aux questions, rapidement sur une dernière citation de Confucius, pour vous dire qu'en fait, notre rôle chez Ubisoft, c'est de pouvoir donner le pouvoir aux joueurs en leur donnant les technologies, en leur donnant une plateforme, en leur donnant les outils et les instruments pour qu'ils puissent s'approprier nos jeux comme autant de bacs à sable pour exprimer leur créativité. La créativité vient bien évidemment de nos développeurs internes, mais elle vient aussi et surtout de plus en plus de la part des joueurs. Et pour nous, c'est un objectif très important de pouvoir donner tous ces outils et tous ces instruments aux joueurs afin que désormais ils construisent avec nous le divertissement de demain. Je vous remercie.